Alors, nous avons donné à cette séquence le titre Faire la femme, en référence au fond au tout début de votre ouvrage, page 21, où vous êtes en train, vous racontez que vous êtes en train d'observer donc des prostituées dans les rues de Berlin, bien installées, dites-vous, sur un banc, idéalement placé sous un lampadaire. Je m'y pose en faisant semblant de lire ou bien en lisant vraiment, sans me priver de coups d'œil à leurs ombres qui s'étalent près de la mienne. Je pense chaque fois, voilà des femmes qui sont vraiment des femmes, qui ne sont vraiment que ça. Et ce que ça, vous le mettez en italique. Voilà des êtres éminemment sexués qu'on ne peut définir sans aucun mal, qu'on peut définir sans aucun mal, justement. Voilà, donc on va revenir bien sûr sur tout ça. Et si c'est votre ouvrage La Maison, qui est paru donc en 2019 chez Flammarion, qui a retenu notre attention, vous n'en êtes pas à votre premier livre, puisque vous avez écrit Monsieur, paru en 2011, et Alice, paru en 2015 chez De Noël. Votre ouvrage La Maison avait été sélectionné pour le prix Renaudot et le prix de Flore, et il a obtenu le prix roman des étudiants France Culture Télérama en 2019. Alors, en tant qu'écrivain, et vous n'en faites aucun secret, vous vous appuyez beaucoup sur votre propre expérience. Ce fut le cas pour vos deux premiers livres, et pour celui-ci, vous avez vécu, comme tout le monde le sait, je pense, ayant lu votre livre, là, tous les participants, vous avez vécu l'existence d'une prostituée dans le Berlin de ces dernières années. Vous préciserez ça. Éloigné d'une perspective journalistique extérieure, vous y avez été Justine, exerçant ce métier pendant 2 ans dans un pays, l'Allemagne donc, où la prostitution est légale. Et il me semble aussi important de le préciser, dans une maison où la prostitution est choisie et non pas forcée. On sera sans doute amené à y revenir, mais le manège versus la maison. Hein. Écrivain donc, mais j'ai envie de souligner également que vous avez été d'abord une lectrice. Et c'est par là que j'aimerais entamer notre conversation. Votre fascination pour ces femmes qui ont disparu des trottoirs et des maisons closes en France, vous l'avez satisfaite, me semble-t-il, très tôt dans vos lectures d'auteurs du 19e, par exemple, Maupassant, Zola, et aussi dans celle de la lecture de Calafert avec sa mécanique des femmes. Alors, qu'est-ce qu'une femme? Il me semble que c'est ce qui vous intéresse au fond depuis votre plus jeune âge, vous qui décrivez au fond, qui vous décrivez dans votre livre, là d'ailleurs, La Maison, comme piégée entre la femme et l'homme depuis toujours. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert, pour commencer notre conversation, dans ces lectures de jeunesse et surtout quelles traces elles ont laissées en vous? Moi, ce que j'ai découvert à l'époque dans ces livres-là, c'était des héroïnes. C'était des images de femmes qui, effectivement, étaient payées pour tenir compagnie aux hommes, mais qui n'étaient pas du tout décrites comme des victimes ou alors comme des pauvres filles. Enfin, évidemment qu'il y avait parmi elles des pauvres filles, mais qui reprenaient un ascendant sur le monde juste par leur pouvoir de leur jeunesse, de leur beauté. Et c'était pour moi finalement un genre au-dessus du genre. C'était des femmes à part. Après, effectivement, j'ai lu qu'elle a fait, et c'est là que s'est opéré, qu'il y a eu quelque chose de fascinant pour moi, parce que les femmes qu'il décrivait, j'étais incapable de déterminer si c'était des prostituées, si c'était tout simplement des maîtresses de Calafert qui s'exprimaient du plus profond de leur désir sexuel, en confondant comme ça une profession et peut-être un fantasme. Et effectivement, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais très attirée par cette figure de la prostituée que je considérais comme un symbole quelque part de toute puissance érotique, d'éminence grise finalement, de force un peu cachée, mais qui quand même contrôle le monde, quoi.
C'est vraiment des femmes puissantes, vous les décrivez comme ça. Oui, des femmes puissantes. Alors évidemment, ça ne va pas, cette idée-là dans ma tête n'est pas sans un certain nombre de préjugés et d'a priori, parce qu'évidemment, je ne connaissais absolument pas ce monde. Je n'avais aucune idée de ce que le métier représentait. Il me semblait juste que c'était un beau métier. Ça me semblait être un beau métier et une belle utilisation de ce pouvoir-là que de reprendre aux hommes ce que les hommes prenaient aux femmes de façon financière, de façon sensuelle, alors ayant prise comme ça sur ce qui me semblait être la classe dominante, quoi. Non pas que je ressentais la femme comme étant un être inférieur, bien au contraire, mais il me semblait que le pouvoir de la femme était peut-être moins manifeste que celui de l'homme, plus insidieux et au fond plus efficace. Rémi? D'accord. Moi, je suis d'abord très reconnaissant à Emma Becker d'avoir, dans son roman qui se lit vraiment très, très facilement et avec beaucoup de plaisir, d'avoir appréhendé les hommes et les femmes principalement à partir de leurs désirs et non de leur identité, ce qui permet de converser véritablement à l'abri de toute généralisation. Alors, pour rentrer dans mon premier questionnement, je remarque que dans le premier chapitre, vous évoquez des reliques que vous avez récupérées de la maison dans laquelle vous avez travaillé à la suite d'une faillite de cette maison. Et il y a un lit baroque, il y a un vieux plaid odorant, et vous suggérez qu'il faut s'en séparer pour pouvoir écrire. C'est tout à la fin du chapitre. Et nous aimerions que vous nous précisiez justement ce qui vous a permis d'écrire sur votre expérience. C'est une bonne question. Je crois que quand j'ai commencé ce projet, je pensais que le sujet étant fort, me guiderait, que j'écrirais très vite. C'est pour ça que j'avais dit, je resterai 1 an, ça va me prendre 1 an et l'expérience finalement s'arrêtera en même temps que la rédaction du livre. En réalité, j'ai fini par penser que c'était un peu comme un tour du monde, c'est-à-dire que le tour du monde, on le fait et ensuite on écrit. Mais au moment où on y est, il faut le vivre. Il ne faut pas se diviser finalement en l'écrivant. Et le fait d'écrire, de pouvoir écrire, ça a été ça a été lié au fait que j'arrêtais de travailler aussi. J'ai écrit pendant que je travaillais, c'est-à-dire après mes services, mais j'ai écrit avec une plus grande efficacité et un plus grand recul une fois que cette expérience a été finie. Peut-être parce que justement, j'avais très envie de la vivre au moment où elle arrivait et j'avais pas envie de m'éteindre entre guillemets au monde en écrivant et en écrivant mes collègues. Il a fallu que je sois hors de cette maison pour pouvoir écrire réellement. Alors, parmi les séparations, il y a celle de l'enfant. C'est comme ça que vous introduisez, c'est que les enfants vous poussent à vous séparer et que là, vous commencez à pouvoir écrire. Alors, dans la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé? Il a fallu qu'il y ait une naissance d'enfant ou ça c'est pour le roman? Non, alors en fait, non, pas forcément, parce que j'ai recommencé à travailler une fois que quand mon fils était tout petit, quand mon fils est né. Mais c'est vrai que l'enfant ouvre des nouveaux chapitres d'une vie et que ce chapitre-là où je travaillais dans un bordel et où j'étais cette petite jeune femme libre, sans attache, qui pouvait rentrer chez elle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'était un chapitre qui était fini. Et c'est pour ça que je n'ai pas recommencé à travailler après. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est transposé finalement sur mon fils, enfin quelque chose qui me complétait et qui faisait que cette expérience-là du bordel était finie. Ouais. Il en restait quand même donc les odeurs. Je trouve que votre livre est beaucoup traversé d'odeurs. Oui. Hein, c'est un sens qui est très, très, très présent dans votre ouvrage. Oui, ben, autant quand je parle du bordel que quand je parle de mon fils, d'ailleurs. J'ai quelque chose de... c'est vrai, je fonctionne beaucoup aux odeurs, aux souvenirs olfactifs. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Et finalement, oui, enfin... Peut-être que j'ai eu l'impression, en ayant mon fils, d'accéder à une autre facette de ce que je concevais comme étant la féminité, et que cette autre facette-là m'a paru un monde en soi qu'il fallait que
qu'il fallait que j'étudie aussi d'une autre manière. Mais c'est vrai, enfin, vous avez raison, les odeurs sont très présentes. Oui, oui, oui. Et je prends plaisir à les décrire, effectivement. Oui, 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 tout à fait. Alors, vous avez écrit aussi que votre livre n'est pas une apologie de la prostitution. Et je trouve ça vraiment, vraiment très juste. On voit bien en le lisant que c'est pas de ça dont il est question, c'est pas ça votre propos, mais que c'est une apologie de ce lieu-là, ce lieu qui était la maison. Donc Remy l'a évoqué tout à l'heure, je le dis peut-être pour les participants. Donc ce lieu a disparu, en effet, hein, a fait faillite. Et c'est une apologie de ce lieu où la prostitution a été choisie et une apologie des femmes qui y travaillaient. Et vous précisez alors qu'il vous a fallu, et là je vous cite, être l'une d'elles, sans quoi ça n'avait aucun poids. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de ce poids-là. Qu'est-ce que c'est que ce poids? Qu'est-ce qui était en jeu, au fond, si lourdement, comme ça, dans cette entreprise qui était la vôtre d'aller travailler? De quel poids s'agit-il, sachant que peut-être c'est l'occasion aussi peut-être de nous dire quelque chose de la différence entre le manège et la maison? Oui, oui, je vais d'ailleurs commencer par ça. En fait, quand j'ai commencé à la maison, au manège, pardon, j'étais vraiment dans une position de journaliste parce que l'endroit était tellement glauque, correspondait tellement aux clichés qu'on fait de la prostitution, que je n'avais pas d'autre choix finalement que d'être journaliste. Je ne me sentais aucun point commun avec ce travail, avec les femmes qui travaillaient. Ce qui ne veut pas dire que j'avais de l'antipathie pour elles, mais il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise parce que je sentais bien que, au-delà du fait que ce soit légal, il y avait des dynamiques qui sous-tendaient, voilà, cet endroit qui n'était pas vraiment du ressort de la légalité. Et lorsque j'ai commencé à travailler à la maison, là, ça a été une paire de manches complètement différente, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout eu cette envie d'avoir une distance entre moi et mes collègues, ou entre moi et la personne que je devenais quand je faisais ce boulot-là. C'était vraiment, c'était une autre partie de moi finalement. C'est pour ça aussi que j'y suis restée longtemps. C'était une partie de moi complètement fonctionnelle, enfin je n'avais pas de dissociation. On parle souvent de dissociation quand on évoque la prostitution et des femmes qui vraiment se mettent dans un autre coin de leur tête ou alors tout simplement ne sont pas dans leur tête. Ça n'était pas le cas. Pour moi, c'était une expérience qui a été riche d'un point de vue humain. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Après, effectivement, ce n'est pas une apologie de la prostitution parce que le boulot n'est pas uniforme. Enfin, on ne peut pas parler d'une prostitution. Il y en a des milliers. Chacun exerce le métier de façon différente. Après, il était évident que je n'avais pas envie d'essayer de la prostitution sur le trottoir ou j'avais pas envie de me mettre en danger. Ce que je voulais aussi, c'était gagner ma vie d'une façon qui me semblait plus amusante que ce que je faisais habituellement, à savoir serveuse ou fleuriste. J'avais envie d'essayer autre chose. Mais j'avais envie d'essayer autre chose dans un cadre qui me semblait sain, enfin, qui me semblait sain et qui me semblait surtout un petit peu détonné par rapport à ce qu'on entend en France sur le travail du sexe, à savoir que ça ne peut être qu'un esclavage, qu'un asservissement de la femme. Il n'y a que des femmes qui ne choisissent pas. Vous parliez de prostitution choisie, c'est un problème épineux. Qu'est-ce qui est choisi, qu'est-ce qui n'est pas choisi? On est tous forcés à travailler d'une façon ou d'une autre. La question, c'est, voilà, est-ce qu'il épanouit un petit peu? Je pense pas que le bonheur au travail conditionne la légalité ou non de l'activité. Mais le fait est que quand j'ai rencontré la maison, j'ai rencontré un endroit où les femmes pouvaient exercer leur activité de manière consentie, avec des horaires qui leur convenaient. Et ça me semblait être quelque chose de novateur hein, par rapport à ce que moi je connaissais, à ce que j'avais entendu. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, votre projet n'était pas du côté de l'illimité complètement. Il vous fallait quand même un cadre des modalités, au fond, d'exercice du travail qui vous conviennent. Hein, c'est ce qui Oui, n'était tout pas le à cas au fait. manège. Mmh. Notamment, j'ai choisi aussi le cadre du bordel parce que je n'avais pas du tout envie d'exercer en tant qu'indépendante pour ce que ça représentait de travail, de passer sa vie au téléphone avec des gens qui fantasment, voilà. J'avais envie finalement de vraiment connaître les maisons closes telles que j'avais connues dans la littérature,
Voilà, c'était plutôt ça en fait. Je voulais vraiment connaître la maison, enfin l'endroit maison close, plus que la prostitution. C'est-à-dire que on dit souvent que c'est un fantasme féminin de finalement de faire payer par un étranger. C'était pas spécialement le cas chez moi. Intellectuellement, il y avait quelque chose qui effectivement me titillait, bien sûr, dans mon identité de femme. Mais c'était vraiment plus le fonctionnement d'un endroit comme ça qui me passionnait. Oui, mais jusqu'à, au fond, comme vous le dites, être l'une d'elles. Hein, parce que vous auriez pu aussi, après tout, les interviewer, les rencontrer, parler avec elles et recueillir leurs propos. Mais non, c'était pas ça pour vous. Non, parce qu'il me semble que les journalistes, finalement, ne peuvent guère faire qu'un travail assez superficiel sur un thème comme ça. Vous pouvez faire autant d'interviews que vous voulez, aussi poussées que vous voulez, ça ne vous dira pas dans votre chair et dans votre tête ce que c'est réellement de faire ce boulot. Et je n'avais pas pour projet d'être l'écrivain qui a fait une expérience un peu interdite. Je faisais mon expérience interdite et je comptais ensuite en faire un bouquin, mais je ne regardais pas mes collègues comme des espèces d'animaux curieux sur lesquels je rédigeais un bouquin, pas du tout. Et puis j'avais pas envie de me priver de cette expérience, surtout. Surtout. Voilà. Malgré ça, vous dites que vous avez eu des très très grandes difficultés à décrire ce qu'était la maison. Et vous dites que même qu'il vous a fallu prendre le sujet sous de milliers d'angles différents et chaque fois, le sujet vous échappait. Alors, ce que vous dites de la maison, et on voit que la difficulté que vous avez à appréhender cette expérience dans ses multiples facettes, est-ce qu'on peut penser que ça vaut également pour la relation sexuelle et que ce que vous tentez d'attraper là est un impossible. Impossible à décrire une maison dans tous ces aspects et la relation sexuelle, le rapport sexuel, c'est aussi un impossible. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce parallèle que j'ai remarqué dans votre livre? Oui, vous avez raison, ça me donne même envie de reprendre ce que vous disiez sur les odeurs. C'est vrai que peut-être je décris les odeurs et les images avec beaucoup de sagacité parce qu'il me semble que c'est par là qu'on attrape le souvenir aussi, que si on arrive à évoquer des odeurs, que si on arrive à évoquer des sensations, peut-être sans devoir décrire l'entièreté d'une chose, les gens comprennent en lisant de quoi vous voulez parler. Vous avez raison, l'acte sexuel, le rapport sexuel, c'est quelque chose qu'on partage tous. On sait tous de quoi on parle en parlant de ça. Pourtant, les mots sont impuissants à le traduire. Et je pense que la maison n'était pas impossible à décrire, mais c'était plutôt mon amour pour cette maison qui était impossible à décrire. Et quand j'avais des rapports sexuels avec tous ces hommes, c'était pas le rapport sexuel qui était difficile à décrire parce que vous savez, au bordel, on fait de manière très conjugale, enfin je veux dire très banale quoi. Et il n'y a pas grand-chose de difficile à décrire là-dedans, mais peut-être la fascination, le mélange de désir et de répulsion, l'agacement, l'exaspération, ça ce sont des choses qui sont compliquées à transmettre effectivement. Et en tant qu'écrivain, j'ai toujours l'impression d'avoir à peu près un petit peu échoué. Enfin, c'est aussi ça le boulot d'écrivain, c'est d'être heureux avec ses compromis et puis ses renoncements, il me semble. Oui, échoué. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite dans le ratage. Je ne sais pas. Enfin, voilà. C'est ça, la beauté du roman, du roman, j'appelle ça, de votre livre. Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que il y a un ratage fondamental et en même temps, vous réussissez à en parler avec allégresse presque pour la maison. Pour compenser peut-être, oui. Non, mais qu'on comprenne. En tout cas, je voulais vraiment qu'on comprenne que ça avait été pour moi une expérience d'une richesse extrême. Voilà. Vous en parlez au fond de cette expérience d'emblée comme d'un objet littéraire, hein, parce qu'au fond, en tant que prostituée, vous vivez une vie de fiction. Hein, c'est pas votre prénom. Ça n'est pas. Enfin, vous pouvez vous inventer auprès des hommes qui viennent vous voir. Vous vous inventez des vies. Hein, vous leur racontez ce que vous avez. Pardon? Oui, tout à fait. Non, je ne faisais qu'approuver. Allez. Oui, voilà, vous vous inventez comme ça des personnages.
Et je me disais au fond est-ce que vous diriez que dans le travail dans la que le travail dans la maison permettait plus la fiction au fond que le travail au manège? C'est-à-dire qu'au fond, vos collègues et vous-même dans la maison aviez une marge de liberté plus grande. J'ai vu que, par exemple, des femmes pouvaient dire non, que vous pouviez ne pas venir travailler, il suffisait de prévenir, ça suffisait, vous pouvez refuser tel ou tel client. Et vous dites même à un moment que le sexe y devient accessoire. Alors. Oui, c'était deux genres de fiction très différentes. C'est-à-dire qu'au manège, moi, j'ai ressenti un besoin de fiction qui était c'était vital en fait, parce que je n'avais absolument pas envie d'être moi dans cet endroit-là, parce que je sentais bien que j'avais rien à y faire. Cet endroit me faisait peur pour moi, me faisait peur pour les filles, enfin tout me terrifiait. Et à la maison, j'ai accédé à une fiction joyeuse, c'est-à-dire la fiction qu'on s'accorde finalement quand on fantasme, quand on rêve. On peut être cette femme ou alors cette femme-là. Au manège, autant il y avait vraiment une performance de la féminité dans sa façon, dans ce qu'elle a de plus caricatural, c'est-à-dire les hauts talons, le maquillage à outrance, les cheveux très longs, tout ça. Autant à la maison, c'était une fiction qui était beaucoup plus, j'allais dire bon enfant, mais oui, il y avait quelque chose qui était très bon enfant et qui était finalement laissé à l'appréciation de chacune. C'est-à-dire que vous n'étiez pas obligé de performer la femme fatale, vous pouviez très bien performer la femme qui revient du sport et qui finalement, se paye un caprice. Enfin, pas se paye un caprice, se fait payer un caprice, mais il y avait quelque chose comme ça qui était toujours évidemment de l'ordre de la performance, de la féminité, mais qui laissait place au rêve, et au rêve sur soi, et au rêve sur ce qu'on a envie d'être finalement. Et moi, quand je dis que j'ai toujours été piégée entre l'homme et la femme, je pense que c'est pas très juste, c'est pas exactement la bonne formulation, mais c'est vrai que c'était la première fois de ma vie que je mettais des talons, que je prenais plaisir à marcher avec des talons, à porter de la lingerie que j'aurais jamais porté d'habitude parce que je la trouve inconfortable, parce que finalement, soyons honnêtes, les attributs féminins ne sont pas confortables, sont liés justement à l'inconfort et à l'oppression pour le désir de l'homme. Et là, ça devenait un jeu, ça devenait finalement un piège auquel les hommes étaient pris eux-mêmes. Et je trouvais ça fabuleux. Je trouvais ça absolument fabuleux. Enfin, c'était comme de bosser à Disney, quoi, dans une sorte de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous bossez dans un endroit où les autres s'amusent. Donc forcément, au début, ça a quelque chose de fascinant. Après, évidemment, après 1 an et demi, 2 ans de boulot, ça fait moins rêver. Mais il y avait quand même quelque chose là-dedans qui était, qui me semblait être qui transcendait finalement la condition féminine, enfin le genre féminin et cette performance-là. C'est ça. Hein. Au fond, à la maison, elle n'était pas que ça. Voilà. Non, exactement. Elle n'était pas que ça. Et elles avaient leur propre, elles avaient leur caractère, elles avaient effectivement leurs humeurs, elles pouvaient dire non, elles pouvaient ne pas s'expliquer quant à leur non. Il y avait un respect, en tout cas, des travailleuses qu'il n'y avait absolument pas au ménage. Absolument pas. D'ailleurs, vous décrivez aussi comment chacune a sa vie à l'extérieur. Il y en a une qui est infirmière, une autre ceci, elles ont des enfants, elles ont des maris, voilà, elles ont leur vie et à l'occasion, vous échangiez là-dessus, sur vos vies. Oui, et si vous voulez, là maintenant tout de suite, c'est vrai que mon étonnement à découvrir ces autres vies et ces autres facettes de leur existence me paraît un petit peu naïf, mais parce que j'arrivais aussi d'un contexte et d'éducation où on nous répète que ces femmes-là ne sont pas des femmes comme les autres et qu'elles sont forcément des femmes qui sont acculées à quelque chose, qui n'ont absolument pas le choix. En réalité, bien entendu que ces femmes-là étaient souvent des étudiantes qui complétaient leur fin de mois ou alors qui avaient un tout autre métier, une toute autre vie, mais on accorde très facilement aux hommes le droit d'avoir envie de gagner mieux leur vie, comme si l'argent finalement était sale et ne devait pas être dans les mains des femmes. Mais c'est une illusion de penser que les femmes peuvent vivre chichement juste pour être des corps célestes. Donc pour moi, c'était finalement la découverte
d'une espèce de classe moyenne de la prostitution qui n'était ni dans la rue, ni dans des hôtels, ni dans des palaces au prix absolument exorbitant. C'était tout simplement une classe moyenne de femmes qui essayaient de s'en sortir, de s'offrir un petit peu plus que ce qu'elles auraient pu s'offrir sans. Et c'était pour moi, oui, peut-être leur redonner l'humanité dont elles sont généralement amputées rien qu'à cause de leur boulot. Est-ce que ce serait ça, au fond, ce que vous dites là? En tout cas, moi, ça me parle comme ça, que quand vous dites à plusieurs endroits que le sexe devient accessoire, c'est qu'au fond, pour vous, l'essentiel est là, dans ce que vous êtes en train de dire, de ces rencontres avec toutes ces femmes qui ont toutes raisons différentes de faire ce qu'elles font. Oui, et puis quand je dis que le sexe devient accessoire, c'est surtout que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus intéressant à décrire au bordel. Enfin, comme souvent dans la vie, c'est la montée des escaliers qui est plus intéressante. Et surtout, les hommes qui venaient au bordel, finalement, on avait parfois l'impression qu'ils expédiaient un peu l'acte sexuel parce qu'ils sont venus pour ça, ils ont payé pour ça, mais que finalement, ça n'est que on éponge un petit peu une pulsion qui nous rapproche de l'animal, et après ça, il y avait une proximité quand même souvent qui s'installait entre la prostituée et son client, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, un homme et une femme, quand ils sont dans la même pièce, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de classe sociale, il reste cette classe sociale qui prime sur toutes les autres, qui est la femme et l'homme, et l'homme, quel que soit son statut, et la femme, quel que soit son statut, ont cette relation complexe de timidité et souvent le plus timide n'est pas celui qui paye, et celui qui paye justement. C'est celui qui paye, c'est ça. Exactement. On pense souvent que les clients du coup ont le droit de tout, peuvent tout demander, tout faire, même pas d'ailleurs besoin de demander. Moi, c'est le contraire que j'ai expérimenté. On voyait bien que les hommes avaient la sensation de se trouver face à des femmes, enfin vraiment des êtres humains, et voilà, et que c'était pas des jouets sexuels, et que il fallait montrer autant de bonnes manières qu'ailleurs, voire plus dans la vie réelle. En fait, ce que vous arrivez à nous avancer, c'est que vous avez une curiosité pour les hommes, moins pour ce qu'ils vous apportent comme amour que comme ce qui vous révèle comme être féminin. Et on voit que la prostituée, ce que vous appelez facilement la pute d'ailleurs, vous distinguez vous-même, ce mot-là vous est pas du tout étranger, vous l'incarnez, la pute plutôt que la prostituée, qui est un terme plus général. Donc, ce que cherche l'expérience de la pute, c'est de savoir ce qui, de la femme, attire un homme, finalement. Et donc, on voit que la question du masculin est attrapée à partir de la femme. Et j'étais surpris que votre dernier chapitre, vous cherchiez à vous imaginer en homme venant à la maison, et rencontrant les femmes, célébrant leur féminité, tant anatomique que leur féminité tout court, et même s'ils avaient pu s'épargner le coït, ça aurait été formidable. Donc ça, je voudrais vous interroger là-dessus, sur cette imagination de faire l'homme finalement, mais un homme quand même très particulier, en référence à une vénération de la femme. Oui, alors ce passage-là, c'est un petit peu mon sursaut d'essentialisme, dans le sens où je pense pas qu'un homme soit plus à même d'apprécier la féminité d'une femme. Enfin, en l'occurrence, c'est la preuve que non. Je pense que moi, en tant que femme, je suis plus habilitée, peut-être même, à apprécier ce qui constitue peut-être cette performance de ce qu'on considère être la féminité. Moi, le fait est que j'ai connu mes collègues sous des angles que les clients ne connaissent pas, donc je ne peux pas. C'est vrai que je pouvais pas tellement exiger des clients peut-être la même poésie, le même lyrisme. En fait, finalement, ce que j'essaye de faire, j'ai fini par comprendre dans ce passage-là, ça n'est pas tant imaginer en homme, c'est plutôt exprimer ce que j'aurais aimé inspirer moi aux hommes
que j'aurais aimé, le regard que j'aurais aimé que les hommes posent sur moi et sur mes collègues. Mais ça a toujours été la grande affaire de ma vie, de pouvoir inspirer autant de poésie aux hommes que m'en inspire, peut-être un peu malgré eux, peut-être un peu de manière, peut-être qu'ils ne le méritent d'ailleurs pas, mais enfin j'imagine que la poésie, ce n'est pas une question d'être, enfin ça ne se mérite pas, c'est un sursaut, c'est une sorte d'élan. Mais effectivement, j'ai même imaginé en client, c'est-à-dire que je repensais à tous les clients que moi j'avais eus en me disant, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais peut-être été plus patient, moi j'aurais peut-être pas prêté attention à ci ou à ça. Et en même temps, j'arrive très bien à comprendre leur timidité et puis la paralysie qui les prend soudain. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des tas d'idées en tête sur ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, face à ce qui est finalement uniquement un être humain, pas simplement une femme, pas une illusion, un hologramme de femme, tout à coup, on se retrouve comme un petit garçon, on n'allait pas coûter. Et on prend ce que la dame veut bien nous donner. Peu importe le prix qu'on a payé pour ça, parce qu'il y a quelque chose chez la femme qui réduit l'homme à un petit gamin. Et j'ai toujours trouvé ça très émouvant. Voilà, donc je sais pas si c'est pas de ça en fait dont j'avais envie de parler, de la toute puissance de la femme qui réduit même les hommes les plus riches, les plus puissants à des petits enfants, contents de ce qu'on leur donne. Oui, mais ça nécessite, dans votre livre, en tout cas, que vous passiez par l'identification à un homme. C'est ça qui m'a paru vraiment intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, il n'est pas question de savoir si vous êtes un homme ou pas, mais vous imaginez être un homme. Et ça, pour arriver à la question féminine, qu'est-ce que la femme? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très subtil de votre part. Et qu'est-ce que l'homme surtout? Enfin, moi, la question que je me pose là maintenant à partir de ce passage, c'est qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Pourquoi a-t-il fallu que je me mette dans la peau d'un homme? Qu'est-ce que représente l'homme? Pourquoi est-ce que dans ma tête, l'homme est le seul à avoir le regard capable de comprendre la beauté de la femme? Et c'est une question à laquelle j'ai pas encore répondu, qui me tiendra sans doute en haleine toute ma vie. Mais c'est vrai que c'est des dynamiques qui m'intéressent. Enfin, je trouve ça très beau, moi, le terme d'homme et de femme. Et cette dichotomie, c'est quelque chose qui me fascine. On a souvent taxé mon bouquin d'essentialiste. Je trouve que c'est une bêtise parce que finalement, la société a conçu l'homme et la femme comme ça. Si je suis essentialiste, c'est la société qui l'est. Je considère pas que nos organes génitaux conditionnent quoi que ce soit. Ceci dit, il faut bien dire que quand on trouve avoir un vagin, on est considéré de manière différente. Les hommes qui prennent de façon différente. La société est essentialiste. Je ne pense pas que mon bouquin le soit. Mon bouquin est un reflet du monde dans lequel je grandis, dans lequel je vis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que votre livre est tout à fait en écho d'ailleurs avec l'introduction de Caroline Doucet tout à l'heure. Au fond, hommes et femmes sont des signifiants, c'est du langage. Après, évidemment, voilà. Évidemment, avec le langage, on distingue, on sépare, on crée de la différence. Mais alors après, chacun fait ce qu'il peut avec son anatomie et avec l'assignation qu'on lui donne. Mais moi, ce que je trouvais intéressant pour poursuivre ce que disait Rémi, c'est que quand même, quand vous voulez vous identifier, vous cherchez à vous identifier, vous imaginez plutôt être un homme, c'est quand même pour être différent de ceux que vous avez rencontrés quand même au manège. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Finalement, ceux-là vous ont pas passionné tant que ça. Non, mais parce que je pense que mon amour des hommes est un amour qui châtie bien. Enfin, c'est-à-dire que j'aime les hommes pour ce qu'ils font. Alors peut-être de façon exagérée par rapport à ce qu'on me donne ou ce qu'on m'a donné. Mais parce que peut-être pour moi, l'homme est toujours ce père tyrannique et que quelque part j'essaye d'y comprendre quelque chose. Bien sûr, je crois que moi, en tant qu'homme, enfin, c'est ce que j'essaie d'exprimer dans ce passage-là, peut-être j'essaye de faire pardonner finalement peut-être parfois la rudesse, la maladresse, le manque de poésie des hommes. Et j'imagine que si j'étais un homme, j'essaierais de rassembler tout ça. Enfin, j'essaierais d'être
pour la femme, ce prince charmant dont j'ai toujours rêvé, dont on rêve toutes, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est pas un C'est amour ça. Mais idéaliste. voilà, et j'ai l'idée que vous avez l'idée que la poésie est plutôt au fond du côté du féminin et que la poésie féminise plutôt et qu'au fond des hommes un peu féminisés par la poésie, vous irez bien. Mm. C'est vrai que la poésie, ça va bien à tout le monde, c'est clair. Après, je pense que la poésie demande aussi un don de soi, un abandon et une générosité dont les hommes, enfin la littérature l'a prouvé, sont tout à fait capables. Je pense simplement que la poésie des femmes a peut-être été jusqu'ici moins écoutée, moins prise en considération, car on la considère euh, toujours très féminine, c'est-à-dire qu'elle ne représente qu'une seule partie du monde, tandis que l'homme a le regard universel sur le monde, sur le désir, sur la beauté, sur tout ça. Donc, enfin, pour moi, le challenge, c'est tout simplement que le regard féminin devienne aussi universel que celui des hommes. Oui. Voilà, hein, le féminin et pas les hommes et les femmes. Hein. Il peut y avoir Le évidemment du féminin féminin, chez les hommes. C'est ça. voilà, tout à fait. Reste à définir effectivement ce qu'est le féminin, parce que moi, ce que j'ai appris dans cette expérience, c'est que finalement, la féminité, ça n'est jamais qu'une performance. Enfin, si vous retirez le maquillage, les talons hauts, la lingerie, le truc, qu'est-ce qui reste finalement à performer de la féminité? Pas grand-chose. C'est une question vaste, c'est-à-dire qui aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, devient très intense, quoi. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'être à la fois un homme et une femme, c'est que finalement, comme énormément de gens, je ne me retrouve absolument pas dans ce qu'on considère féminin. Tout comme je pense, beaucoup d'hommes ne se retrouvent pas dans la conception qu'on a de la masculinité, de la virilité. Dans les Tout ça est codes un jeu. oui, dans les codes qui valent pour tous. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Peut-être je peux remettre, c'est bon? Vas-y. Oui, parce que ça m'a évoqué quand même une question, ce que vous évoquiez là, hein, les hommes, le père tyrannique. Du coup, j'avais envie de faire un lien avec vos deux premiers ouvrages. Hein, monsieur, puisque c'est une relation hein, d'une jeune fille avec un homme marié de 50 ans, et je trouve que là, il y a de la fascination et de la domination aussi au cœur de ce roman. Puis dans Alice, c'est plutôt là une jeune femme entre 21 et 25 ans, c'est ça qui va se séparer de ses parents et qui est quand même dans un moment de sa vie où c'est difficile pour elle et qui trouve une espèce d'exutoire au fond dans le sexe. Alors, du coup, ça me ramenait à la mécanique, hein, la mécanique des hommes, la mécanique des femmes, cet exutoire. Alors, moi, je trouve que ce qui fait vraiment le sel de votre ouvrage, évidemment, c'est que ça n'est pas de la mécanique, et vous venez de nous en parler beaucoup, beaucoup. Hein, ça n'est pas que la mécanique n'a aucun intérêt. Hein, c'est tout le reste qui est intéressant. Mais alors que, voilà, cette expérience au fond de cette jeune fille, cette jeune femme, avec comme ça un homme un plus âgé et qui au fond, quand même, il y a ce passage par le sexe pour pouvoir hein, vivre la séparation. De toute façon, le monde des femmes est un monde où il y a toujours des relents d'odeur de sang, enfin que ce soit le sang de la virginité, que ce soit le sang des règles, c'est quelque chose qui est de presque sacrificiel dans la vie d'une femme, dans sa sexualité. Le sexe a toujours été un langage pour moi parce que j'avais l'impression que c'était le langage des hommes, parce que j'avais l'impression que c'était le langage par lequel on a accédé à l'âge adulte. Et je dis ça sans peut-être je donne l'impression d'être amère, mais je le suis pas du tout. C'est l'état des choses. J'ai des très bons souvenirs avec ce premier homme-là, comme j'en ai des très mauvais. Ce qui me reste comme très bon souvenir, c'est l'intensité. Et c'est ça qui me porte finalement. C'est la recherche de l'intensité, avec ce que ça comprend évidemment de prise de risque, de trucs peut-être qui vous laissent des souvenirs mauvais ou mais oui, moi j'ai toujours eu l'impression en devenant grande, enfin en devenant jeune femme, qu'il y avait quelque chose qui était du terme du sacrifice de soi. Enfin, on allait y passer.
on allait y passer. Et c'était, alors ça avait finalement, moi j'ai grandi dans une école catholique, donc il y avait quelque chose qui pour moi était un peu comparable à la profession de foi à laquelle on se prépare. Là, on va pouvoir enfin porter sa longue robe, il va y avoir tous ces gens qui nous regardent, cette ritualisation. Pour moi, il y avait quelque chose comme ça dans le sexe qui peut-être a remplacé un intérêt religieux que j'avais quand j'étais petite. Enfin, il y a plein de dynamiques qui s'entremêlent, mais il me semblait que le sexe était effectivement une partie très grave, très adulte, très importante de cette vie humaine. Et c'est pour ça que voilà, que cet homme plus âgé a représenté quelque chose de crucial pour moi dans ma vie. Et depuis ce livre, je m'en remets en fait de cette histoire. Mais je m'en remets, mais je suis très contente. Hein. Tout va bien. Oui, il en reste des traces avec Stéphane qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, l'homme plus âgé a toujours représenté. On va pas faire ma psychanalyse, hein, mais moi, je sais très bien d'où ça vient. Je sais très bien d'où c'est né, du rapport que j'avais à mon père, qui était un homme très très secret, enfin que j'aimais passionnément, que j'aime toujours passionnément, mais qui était très renfermé sur les choses du sexe, sur les choses. Et je pense qu'il y a eu là-dedans, voilà, une quête tout simplement de réponses que mon père ne m'apportait pas. Enfin, quelque chose de très puéril finalement. Et que je commence à surmonter maintenant que moi-même je prends de l'âge et que je me rends compte qu'en fait, on n'a peut-être pas forcément toujours besoin en tant que femme de se chercher un mentor, hein, parce que c'est nous depuis le début qui sommes notre propre mentor, tout comme ces hommes dont on tombe amoureux ne sont qu'un avatar de nous-mêmes. Enfin, moi j'ai l'impression maintenant d'être tombée amoureuse de moi-même à chaque fois que je tombe amoureuse, enfin de mon état amoureux en tout cas, de ma propre poésie. Oui. Ah, c'est très joli. Alors, on arrive vraiment à l'issue là, de notre conversation. Je vous propose juste comme ça quelques mots pour terminer, parce que Rémi et moi, on a été évidemment extrêmement sensibles. Bon, au livre, évidemment, on l'a beaucoup dit, mais au fait que vous ne parlez des femmes qu'au pluriel. Donc ça, on a trouvé ça formidable. Évidemment, ça résonne tout à fait avec l'introduction tout à l'heure. Hein, le rapport sexuel n'existe pas. La femme n'existe pas. Hein, il n'y a que des femmes. Oui. Voilà. Et on sent bien, on a très bien entendu comment vous êtes tout à fait dans cette lignée, justement pas essentialiste. Hein, justement pas. Et que vous nous parlez beaucoup dans ce livre de toutes ces femmes irréductibles les unes aux autres, qui font un choix, chacune singulier. Et c'est un laboratoire de la féminité, vous dites, que vous avez créé pour vous-même et aussi pour vos lecteurs. Et alors, sur le fait d'être une femme et des milliers de formes que ça prend, et c'est là que je voudrais juste vous entendre en 30 secondes, vous ajoutez, ce sera sans doute l'œuvre de ma vie, d'ailleurs vous l'avez redit là tout à l'heure, me tuer pour vouloir décrire ce phénomène, accepter d'avoir en quelques centaines de pages avancé d'un demi-centimètre. Vous tuez à cette tâche. Qu'est-ce que c'est? Me tuer à cette tâche. Il y a quand même quelque chose de soi qu'on tue quand on écrit. Je dis ça sans présomption. Enfin, je dis ça sans gravité, mais il y a quelque chose de soi qu'on essaye de fixer et qu'on fixe de fait à jamais. Quelque chose de soi qu'on momifie, que ce soit les expériences qu'on décrit et que du coup on ne vit qu'à moitié parce qu'on est déjà en train de les écrire, ou que ce soit quelque chose de spontané qui n'est plus spontané parce qu'on le décrit et qu'on le décortique. C'est ça aussi ce boulot d'écrire, mais c'est quelque chose que je trouve fascinant et qui m'est essentiel parce que moi-même ma féminité je ne la comprends pas, je ne sais pas ce que c'est, je la vis, j'ai aucune idée de ce que c'est. Magnifique. Alors vraiment on va rester là-dessus. Merci, bravo et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.